Bonsoir, mardi 10 août, il est 19h, l'information se décline sur la première. Les titres qui font l'actualité en Polynésie, bienvenue, c'est parti. Le couvre-feu est effectif à partir de demain soir, minuit. Cette annonce n'a pas surpris. L'inflation des patients à l'hôpital, pour cause de variant d'État, en présageait l'imminence d'autres mesures contraignantes en attente. Et l'idée d'un confinement partiel ou plus n'est pas exclue. Cette dernière hypothèse interroge et les citoyens et les entrepreneurs. Avec les derniers chiffres de la Covid-19, l'hôpital fait face à un afflux de patients, plus de 160, et les services de réanimation sont submergés. Il y a du monde, notamment des jeunes, sans antécédents médicaux, mais surtout avec un point commun, non vaccinés. Nous sommes allés au cœur de l'hôpital du Taounais. Le chemin des écoliers dans le sillage des bonitiers ou presque. Les enfants sont de retour dans les classes. Ce soir, nous faisons le tour de la Polynésie pour voir les rires et les émotions, les doutes peut-être, et aussi pour certains qui quittent leur domicile leur première fois dans leur nouveau collège. Ce sera le cas sûrement du côté du lycée professionnel de Faa. Plus d'une centaine d'internes attendus, 65% d'entre eux ne sont pas de Tahiti. La rentrée se fait pas à pas. Il y a le contexte sanitaire, mais aussi la volonté d'offrir les outils de réussite à l'ensemble des élèves. Le proviseur Anthony Barbero nous attend dans ce journal. Il est notre invité. Il y a quelques minutes, il recevait les parents d'élèves pour les rassurer. À tout à l'heure, monsieur. Une petite fleur sur le sommet de la vague qui se retire. Jérémy Flores a décidé de laisser le surf de compétition au garage. À 33 ans, le vénérable sportif prend sa retraite. Nous reviendrons sur 15 ans d'exploits au pluriel à la fin de ce journal. Et nous commençons avec les chiffres de la direction de la santé. Et les chiffres parlent malheureusement une langue qui nous déplaît. En une journée, 1075 cas supplémentaires de personnes infectées par le virus. 10 décès ont été recensés, dont 2 à domicile. Depuis le début de la pandémie, 176 personnes ont perdu la vie. Et justement, cette tension, elle est forte et l'hôpital est saturé, en surchauffe même, et les personnels aux abois. 162 patients placés sous oxygène, 22 en réanimation. Parmi ces derniers malades, pas un seul n'est vacciné. Ils ne sont tous pas atteints d'ailleurs de symptômes de comorbidité. Pire encore, ils sont jeunes, voire même très jeunes. L'hôpital a besoin de personnel qualifié. Reportage au cœur du Taounais, Brigitte Olivier avec Patita Savea. Il dort, plongé dans un coma artificiel, bougé et massé toutes les 4 heures pour éviter la formation d'escarres. Comme ses 22 autres compagnons d'infortune admis en réanimation, il n'est pas sûr de s'en sortir. Combien sont dans un état critique pour vous? De nos patients ici, 100%. Des 22 patients, ils sont tous en état critique là actuellement. C'est une question de vie ou de mort? C'est une question de vie ou de mort pour tous nos patients, oui. Le personnel soignant assume courageusement cette vague géante de Covid qui s'abat sur la Polynésie. Ceux qui sont en vacances sont rappelés, mais cela ne suffira pas. Prise en charge entre guillemets dégradée, puisque nous n'avons pas assez de personnel infirmier auprès des patients. Il vous faudrait combien de personnes, là, rapidement? Alors aujourd'hui, et d'ailleurs nous sommes relayés dans l'ensemble de nos messages auprès de l'État de la Nouvelle-Calédonie, nous avons estimé à près de 16 le nombre des IDE en réanimation qu'il nous faudrait pour pouvoir upgrader de nouveaux services et de nouveaux lits d'hospitalisation en réanimation. Et puis nous avons identiquement besoin d'aides-soignants. Dans ce chaos inédit à l'hôpital, les soignants constatent que l'âge de leurs patients baisse et surtout qu'ils ne sont pas protégés. Ça me gêne d'avoir des gens qui viennent dans mon service parce qu'ils ne se sont pas vaccinés, qu'on aurait pu éviter ça. Ça me gêne de voir des gens aussi jeunes qui risquent leur vie parce qu'il n'y a pas eu de vaccination. Ça aurait protégé en partie leur état. À l'étage au-dessus, en pneumologie, pas d'intubation, mais des malades mal en point, angoissés par un virus qui oppresse la cage thoracique. L'hôpital consomme actuellement 5 fois plus d'oxygène qu'en temps normal, y compris sur des gens jeunes qui étaient hier en pleine forme. On a des patients jeunes, des patients qui ont 30 ans, des patients qui ont 40 ans. La moyenne d'âge, elle est à peu près à 50 ans. On a des patients en réanimation qui ont 30 ans. Hein. La moitié des patients ont moins de 45 ans. En tout cas, des non-vaccinés pour la plupart. Des lits sont installés un peu partout en prévision des nouveaux arrivants. Quant au poste de vaccination ouvert depuis avril dans la nef centrale, il est démonté. L'hôpital doit mobiliser ses troupes non plus pour prévenir mais pour guérir. Il n'est pas exclu d'ailleurs que des lits soient disposés ici aussi. En attendant, les personnels sont unanimes. Aidez-les en vous vaccinant. La vaccination est quelque chose de très important et que c'est une richesse qu'on a et il ne faut vraiment pas laisser passer ça. Et ça, vraiment, ça nous aiderait.
À noter que l'hôpital emploie 1300 personnes, 60 étaient en congé, elles ont été rappelées et 40% des lits sont occupés actuellement par des malades malheureusement atteints par la Covid-19. Sur le plan réglementaire, le haut-commissaire nous le disait hier soir, le gouvernement central a pris un décret d'état d'urgence sanitaire, Conseil des ministres spécial pour la Polynésie. C'est un préalable aux nouvelles mesures de restriction dans la vie quotidienne. Donc, vous le voyez à l'écran, c'est signé à Paris par le Premier ministre. La Covid-19, réalité mathématique, on vient de la voir, ajustement réglementaire, retour du couvre-feu et des attestations afférentes. Ceci sera effectif dès mercredi minuit. Plus personne dort jusqu'à 4 h du matin. Et à partir de jeudi, le couvre-feu débute à 21 h. Hypothèse attendue par la population et le monde économique. Mais il y a vraiment une inquiétude, le retour du confinement. Reportage signé par Caroline Fary et Patrick Tinsing. Mercredi à minuit, le couvre-feu entrera en vigueur. Couvre-feu de 21 h à 4 h du matin. Le rétablissement du couvre-feu, la mesure est certes contraignante, mais elle est accueillie aujourd'hui avec fatalité par les Polynésiens. Je pense qu'après c'est bien parce qu'il y a beaucoup trop de cas en ce moment, donc pour qu'il y en ait beaucoup moins, je pense qu'on est obligé de passer par là. Je joue le jeu et le premier confinement avait bien marché. Après c'est vrai qu'il y a certaines difficultés pour peut-être des commerçants, mais en tout cas c'était efficace au niveau des cas. On n'y peut rien, c'est eux qui nous disent de faire le couvre-feu. C'est pour la maladie, on est obligé de... Fatalité aussi pour les 400 commerçants de la ville de Papeete touchés par la crise. Bon nombre d'employés manquent aujourd'hui à l'appel pour cause de Covid. Si le couvre-feu a un impact indirect sur la fréquentation de jour, la crainte d'un futur confinement est déjà dans les esprits. Le confinement pour nous, ça serait une catastrophe pour les commerces et pour les commerçants. On a déjà vécu ça. En 2020, ça a été très compliqué pour nous. Et en 2021, on s'attend à beaucoup de choses aussi. On est inquiet et on vit un peu au jour le jour aujourd'hui. Je pense que la vaccination, c'est la solution. Le couvre-feu, c'est surtout un problème pour les métiers de la nuit. Artistes, musiciens, DJ et même chauffeurs de taxi, tous redoutent cette mesure. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais c'est aussi pénalisant pour nous, entrepreneurs, chauffeurs. On est chauffeur de taxi, comme tout entrepreneur, je pense. C'est une perte de chiffre d'affaires. C'est pire si on nous met le confinement. Jusque-là, on avait des couvre-feux, mais on pouvait encore travailler. Tu vois, les animations n'étaient pas forcément interdites. Là, on est sur une interdiction complète, sévère et stricte. Donc, pour nous, les artistes, que ce soit DJ ou même groupe ou autre, on ne sait vraiment pas comment s'en sortir, on ne sait vraiment pas où on va, en fait. C'est surtout ça qui nous fait très, très peur. Dominique Saurin a d'ores et déjà prévenu qu'en cas d'une dégradation plus intense de la situation sanitaire, les horaires du couvre-feu pourraient être étendus très rapidement. On suivra ça de manière évidemment très ponctuelle sur la première. La vaccination sur le lieu de travail, c'est l'initiative d'une entreprise située à Tiperoui. Ce matin, 90 personnes, salariés et familles, ont été vaccinées. Un gain de temps, certes, mais surtout une plus grande protection contre les formes graves de la maladie. En plus, d'après l'Institut Pasteur de Paris, une personne vaccinée atteinte du virus le transmet 2 fois moins. Nous écoutons une responsable de la société, Soumalou, au micro d'Iro Terorotois. Le groupe Somalus, c'est donc l'aluminium, le verre, la miroiterie, mais c'est aussi les panneaux solaires avec Somasol. C'est Somatec avec la climatisation, les chauffe-eau solaires, etc. Donc ce sont je dirais que les 4/5 de notre personnel sont sur le terrain, installés, en contact avec d'autres personnes. Il faut absolument qu'ils soient en toute sécurité, qu'ils soient vaccinés. Ça, c'est très important. Et cerise sur le gâteau, l'entreprise a accordé l'après-midi à ses employés nouvellement vaccinés ce matin. Politique, nous ne l'avions pas encore entendu au sujet du mariage du vice-président. On parle de Gaston Flosse, l'ancien président. Eh bien, ce matin, il a tenu conférence de presse à Papeete. Après analyse de la situation et sans demi-mesure, il demande, rien de moins, la démission de l'exécutif du pays. Ces explications sont données au micro de Gilles Teroutou et de Patita Savea. C'est la super brain qui a suivi 1500 personnes et en violation des lois que Edouard Fritsch et le haut-commissaire avaient publiées le vendredi d'avant. Quand même, c'est contre ça que nous nous insurgeons et que nous demandons au président de démissionner. C'est le président du pays qui a commis
vraiment de graves errements, 9 délits contre une loi qu'il a lui-même construite. C'est impardonnable. Chapitre scolaire dans ce journal. Partout dans le secondaire, les établissements ont retrouvé les éclats de la jeunesse, la rentrée, sous la menace Covid évidemment, mais avec tout de même son énergie de vie. Pour certains enfants, c'est une première. Ils ont quitté leur atoll pour entrer dans la cour des grands, si on ose dire. Reportage tout de suite avec Harry Tefafana et les correspondants de la première dans tous les archipels de Polynésie. C'est parti. Le masque fera désormais partie de leur uniforme. Une rentrée pas comme les autres pour ces élèves de 6e de Bora Bora. Une rentrée au collège, là où l'on se sent plus grand. Même s'ils étaient accompagnés de leurs parents, la rencontre avec le proviseur s'est faite séparément. C'est pas évident pour les parents parce qu'ils sont à l'extérieur et les enfants ici. Passer de primaire au collège, c'est pas évident. Donc on m'a dit que c'est un peu la maman qui stresse moins que l'enfant. Je leur souhaite une excellente rentrée et surtout je leur dis faites confiance aux adultes qui vous encadrent. On est là pour vous aider, pour vous accompagner et c'est comme ça que tout se passera bien. Pendant qu'eux font leur entrée sur leur île natale, leurs aînés arrivent tout juste à Reyatea où ils s'installeront à l'internat du lycée d'Uturoa. Le collège d'Uturoa accueille ses élèves au sein des Toere et Pau. Une rentrée pour les élèves, les parents, mais aussi pour les 18 nouveaux professeurs de l'établissement. Ils ont été conviés à une réunion pour discuter des attitudes d'un élève polynésien afin d'éviter toute ambiguïté. C'était très utile, nécessaire, parce que si on ne prend pas en compte les spécificités de l'élève polynésien, on ne pourra pas l'intéresser. À Hau, c'est à l'image de la simplicité de l'île que cette rentrée s'est déroulée. Yorana, bienvenue au collège de Hau. Nous nous sommes déjà vus l'année dernière à de nombreuses reprises. Assis sur leur chaise, attentifs aux conseils de leurs responsables, ils découvrent leur lieu d'études pour les 4 prochaines années. Aux îles Marquises, à Nukuhiva, pas d'uniforme obligatoire, seulement le masque. Les élèves sont contents de retrouver le chemin de l'école, mais pas que. On est stressés, mais on est excités aussi de commencer. Moi, je suis contente de retrouver mes copines. Mais ouais, comme on sait qu'il y a les copines dans le collège, ça va, mais on espère aussi qu'on va être dans la même classe. Depuis 10 ans maintenant, le collège de Nukuhiva est le seul établissement de Polynésie française à faire partie du réseau des écoles associées à l'UNESCO. Cette semaine, 75 000 élèves rejoindront les bancs de l'école. Bonne rentrée. Le visage, c'est l'humanité, dit-on en philosophie. Cette question peut intéresser naturellement les terminales littéraires. La règle sanitaire demande formellement le port du masque au lycée Gauguin de Papeete. C'est dans cette ambiance sanitaire que les élèves sont revenus de manière décalée tout au long de cette journée. Les premiers à ouvrir le bal, ce sont les secondes. 500 élèves plongés dans un nouveau quotidien. Reportage dans la cour et dans l'établissement. Nicolas Suire avec Théro Rotois. Merci vraiment de tous porter votre masque sur votre nez. C'est très, très important, s'il vous plaît. Le ton est donné pour cette rentrée 2021. Face à 500 élèves, les mesures barrières et principalement le masque sont mises en avant. On sera donc vigilant à l'observance des gestes barrières, le port du masque avant toute chose, le lavage des mains, l'aération des locaux, de façon à ce que ça se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas de contamination au sein de l'établissement. Un protocole auquel les adolescents commencent à être habitués et qui semble avoir gâché un peu leurs vacances. Certains sont presque heureux de reprendre le chemin du lycée. Puisqu'avant j'étais dans une école un peu plus petite, donc du coup là ça fait un peu bizarre d'aller dans une école plus grande, mais sinon ouais, j'ai hâte de rencontrer plein de gens et tout. Vraiment, je suis excitée de revenir là, d'avoir une vie sociale et de rencontrer des personnes parce que pendant les vacances, il fallait rester chez soi à cause du coronavirus. C'est très bien de revenir et puis dans le bain pour pouvoir apprendre de nouvelles choses cette année et prendre de nouveaux départs. En vacances, on fait plein de trucs, on va voir les potes et tout. Moi, j'ai voyagé et ça fait plaisir quand même de revenir à l'école, mais c'est sûr qu'avec une semaine ou deux en plus de vacances, ça aurait été top. La nouveauté en Polynésie cette année est au lycée Gauguin, une filière sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Une nouveauté quelque peu cocasse par ces temps d'annulation d'événements sportifs et culturels, mais ils ne dureront pas éternellement et cette filière était très attendue.
On a des élèves qui ont décidé de faire de leur passion leur métier, ou de s'orienter vers un métier qui tourne autour de leur passion. Par exemple, un musicien, il a peut-être envie d'être ingénieur du son, travailler à Toata, et nous proposons au lycée Paul Gauguin cette nouvelle filière. Une rentrée imprégnée de gestes barrières, mais qui permettra de renouer des contacts sociaux et de poursuivre un cursus scolaire normal. Et nous continuons notre dimension sur le terrain, notre recherche d'informations, direction le lycée professionnel de Faa. 800 élèves attendus dans la semaine, 40% sont déjà venus aujourd'hui. Et puis il y a l'internat, tout neuf, une centaine de pensionnaires vont y résidence ici pour l'année. Nous sommes en connexion avec le proviseur de l'établissement, Anthony Barbero. Bonsoir, merci de nous accueillir. Alors, vous y étiez il y a quelques instants avec les parents d'élèves. Qu'est-ce que vous avez dit aux parents d'élèves pour cette rentrée un peu particulière, avec des masques évidemment derrière vous ? Tout d'abord, bonsoir à tous. La première particularité, ce sont des jeunes et des familles qui découvrent la vie en internat. Donc, il faut évidemment expliquer le fonctionnement, l'entrée dans une internat. Et évidemment, il faut rassurer. Mais avant tout, concernant la situation sanitaire, évidemment, c'est d'être très transparent par rapport en tout cas, à notre organisation. Et c'est ce qui va être source, en tout cas, de confiance. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique pour les circonstances actuellement, en termes de sociabilité, en termes de partage et de vie collective ? Alors, tous les établissements scolaires, en tout cas de Polynésie, s'appuient sur un vadémécum sanitaire qui nous donne les grandes lignes de fonctionnement. Mais évidemment, dans le cadre d'un internat, il faut encore accentuer dans ce lieu de vie collective. Ça va passer évidemment par la prise de température, en passant par les gestes barrières, ou encore par des autotests, ou tout simplement par des dispositions qui vont permettre d'être beaucoup plus sécures dans des espaces à la fois communs et à la fois sur des espaces partagés pour les chambres le soir. Directeur, on sait que le président du pays souhaiterait des créations de vaccinodromes dans les établissements. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez avec la communauté scolaire de proposer à vos élèves et à vos personnels ? Tout d'abord, soulignons que quand nous avons sondé, en tout cas aujourd'hui, à l'entrée des élèves, en particulier nos internes, à ce jour, c'est 25% d'élèves qui sont vaccinés sur notre internat. Maintenant, je pense qu'il faut prendre le temps de poser la question, de proposer à tous les élèves, externes, internes et au personnel. Et puis, à partir d'une cinquantaine de personnes volontaires, il est tout à fait envisageable de proposer une vaccination facilitante sur site, évidemment avec l'accord des familles pour les jeunes mineurs. Par rapport à la réussite scolaire, vous avez un établissement vraiment avec un internat tout neuf, 80% de vos élèves sont boursiers. La réussite scolaire, est-ce que ça peut passer par l'internat ? D'abord, moi je suis très fier de prendre mes fonctions dans un établissement qui dispose d'un internat, en tout cas de cette qualité. Dernière génération, il faut quand même souligner l'effort du pays qui a été fait pour équiper ce lycée dans ce sens. Je crois que c'est une chance. Il faut penser actuellement 55% des jeunes accueillis à l'internat viennent des îles. Ça veut dire que d'autres aussi vont également rester sur les week-ends play, également way, sur les petites vacances, sur les week-ends. En tout cas, la vocation, en tout cas pour les équipes éducatives, c'est que l'internat puisse constituer une plus-value et également contribuer à l'égalité des chances ou lutter contre les inégalités sociales, comme vous l'avez souligné. En tout cas, il y a un vrai besoin de ce côté-là. En tout cas, la vocation, c'est sans doute de se diriger vers un internat de réussite éducative. Ça veut dire beaucoup d'activités socio-éducatives, beaucoup de sport et de soutien scolaire ? Voilà, c'est-à-dire qu'après cette journée de cours, évidemment, les temps d'études peuvent être créés, mais on est là aussi pour apporter une vie culturelle, une vie sportive, en tout cas recréer aussi un lieu de vie, parce que c'est aussi un déracinement d'intégrer un internat, en particulier quand c'est la première fois. C'est un lieu de vie, un lieu où on va créer aussi finalement des habitudes, on y mange bien, c'est structuré, c'est un lieu structurant, un lieu collectif. En tout cas, c'est un lieu qui laisse souvent beaucoup de souvenirs chez les jeunes. Donc c'est pas la galère en un mot. L'internat, c'est pas le paradis, mais c'est pas loin. En tout cas, l'internat, ça demande souvent un temps d'intégration. Et puis ensuite, en tout cas, on peut l'observer quand les jeunes repartent en vacances ou finissent l'année scolaire. C'est un lieu souvent où on regrette de quitter les camarades et toute la dynamique qui a été mise en place. Donc je pense que l'internat est une chance, mais il faut en tout cas laisser aux primo-arrivants le temps de s'intégrer, de se faire des amis et de comprendre le fonctionnement d'un internat. Merci beaucoup, monsieur le directeur, monsieur Barbero, de nous avoir accueillis dans votre établissement et cet internat tout neuf. À une prochaine fois. Bonne soirée.
Vie sociale, les discussions se poursuivent à Tayarapu Est. Un préavis de grève en est le motif. À ce niveau de débat, 6 revendications sur les 7 exprimées ont été satisfaites. À suivre demain, donc, mobilisation ou activité normale. Soyez donc avec nous, notamment sur notre site internet pour savoir ce qu'il se passe du côté de la commune. C'est un nom dont le départ ne va pas sans chagrin. Daniel Benoît, le guitariste, s'est éteint. Sa silhouette et son talent mélodique ont émerveillé bien des mélomanes et des noctambules de la vie de Tahiti. Ce fou de jazz était un novateur, amenant ici des rythmes chaloupants de bonheur. Le monde de la musique lui rend hommage. Beaucoup sont sans voix pour le départ de cet artiste hors pair. Ses amis nous promettent un bœuf en son honneur quand les conditions sanitaires pourront l'autoriser. Adieu l'artiste. Sport, Jérémy Flores a la grâce de la légèreté, une dimension esthétique mêlée à son goût de la performance sportive. Mais à 33 ans, le surfeur raccroche, il prend sa retraite. En fait, ce n'est pas une surprise. Pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, il avait émis cette perspective. Retour sur 15 ans au sommet de la vague. Reportage, Nathalie Rougeau. Jérémy Flores aura surfé sur le haut de la vague pendant 15 années. 15 ans durant lesquels il a évolué dans l'élite mondiale au plus haut niveau des compétitions en enchaînant les victoires. En 2007, quand il démarre sa carrière à l'âge de 18 ans, il attaque fort avec une première place au classement du circuit WQS. Le marmaille boucan au moral d'acier et à la volonté de faire a été 2 fois champion du Pipe Master à Hawaï, la compétition la plus prestigieuse du circuit pro. Premier des compétitions en 2015 où il triomphe à Teahupo'o, la vague mythique de Tahiti qu'il s'est domptée. Mais le titre dont il est sans doute le plus fier est celui qu'il a arraché il y a 2 ans à Hossegor. Des années de résistance et d'échecs lors de cette compétition landaise se sont soldées par la victoire, enfin. En octobre 2019, il obtient le Graal, historique. C'est la première fois qu'un Français décroche ce titre. Mais si Jérémy Flores a toujours évolué dans le top 10, il aura aussi connu quelques années moins flamboyantes avec un net recul dans le classement mondial. Récemment, il a terminé 9e aux premiers Jeux Olympiques à Tokyo. La faute à l'océan qui a joué contre lui, selon le Réunionnais. Pour le coup, là, l'océan m'a pas envoyé beaucoup de vagues. C'est comme ça, c'est la dure loi du sport, du surf surtout. Le surf, c'est vachement aléatoire. En plus, je suis tombé contre un Owen Wright, une tête de série très fort. Et toutes les vagues sont parties sur lui et moi, j'en ai eu aucune. Aujourd'hui, Jérémy Flores est en lice pour disputer l'avant-dernière manche du circuit pro au Mexique. Mais les dernières compétitions de sa carrière auront lieu dans moins d'1 mois à Tahiti. Une fin de carrière qui ne signifie pas pour autant la retraite pour ce champion entré dans l'histoire du surf. Et évidemment, la première sera là pour accompagner Jérémy Flores et tous les sportifs dans 1 mois, évidemment, sur l'ensemble des écrans de notre chaîne. On va vous rappeler l'information principale de la journée pour conclure ce journal. Plus de 1000 cas en une journée de Covid-19, 10 décès supplémentaires. L'hôpital va vers la saturation, notamment au service de réanimation. Les jeunes gens non vaccinés y sont placés en coma artificiel. L'état d'urgence sanitaire est décrété demain soir, mercredi à partir de minuit, avec couvre-feu. Soyez donc vigilants, gestes barrières et lavage des mains obligatoires pour tenter de casser les chaînes de contamination. Programme de la soirée sur la première avec de la fiction, un film La vie domestique avec l'actrice Emmanuelle DeVos. Et après, on mène l'enquête en Espagne du côté des îles Canaries avec la célèbre série Hierro. Voilà donc pour la première. On va regarder le travail des confrères de la presse écrite pour demain. On a reçu, je crois, la dépêche qui s'intéresse aux centres de dépistage qui sont pris d'assaut. On l'a vu évidemment dans nos reportages. Merci de votre compagnie pour ce journal en français. Réveil Radio demain, Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi pour l'information. Que la nuit fasse briller en nous toutes les bienveillances de nos humanités. Rendez-vous demain soir, 19h. Merci, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.